Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Jacques Aristide à Washington, ravi de vous accompagner dans Le Monde aujourd'hui. Les titres que nous allons développer ce soir. Donald Trump est devenu le troisième président en 230 ans d'histoire des États-Unis à être mis en accusation par la Chambre des représentants. Après ce vote historique, Nancy Pelosi, présidente de la Chambre, a averti les démocrates de ne pas trop se réjouir. Il est tragique que les imprudences du président rendent la mise en accusation nécessaire. Il ne nous a pas laissé d'autre choix. Le vote a mis fin à 3 mois d'enquête d'une Chambre extrêmement divisée. Tout a commencé par un lanceur d'alerte accusant M. Trump d'avoir bloqué près de 400 millions de dollars d'aide militaire à l'Ukraine en échange d'une faveur politique. Le président américain aurait demandé à son homologue ukrainien d'enquêter sur son rival politique, Joe Biden, et son fils Hunter. S'exprimant hier soir lors d'un meeting dans le Michigan, le président Trump a aussitôt réagi. Avec cette mise en accusation illégale et partisane, les démocrates qui ne font rien expriment leur profonde haine et dédain pour les électeurs. C'est un suicide politique pour eux. Tous les républicains de la Chambre sont restés fidèles au président, affirmant que les démocrates tentent d'invalider les résultats des élections de 2016. Ils ne peuvent rien produire de factuel. Le président n'a rien fait de mal dans cette affaire. Ce sera une crise constitutionnelle sans précédent si le Sénat rend littéralement à la Chambre des représentants un nouveau vote partisan de non-confiance que les fondateurs ont délibérément refusé, détruisant ainsi l'indépendance de la présidence. Ce vote historique place Donald Trump dans le club restreint des présidents dont on se souviendra à jamais. Sa mise en accusation doit être suivie d'un procès au Sénat à majorité républicaine. Donald Trump sera donc très probablement acquitté et restera en fonction. Main droite sur le Coran, Abdelmajid Tebboune a prononcé la longue formule prévue par la Constitution. Il a juré non seulement de respecter et de glorifier la religion islamique, de défendre la Constitution, de veiller à la continuité de l'État, mais aussi d'agir en vue de la consolidation du processus démocratique et de respecter le libre choix du peuple. Les exigences de l'Irak sont légitimes. L'événement d'aujourd'hui est en effet un des symboles de leur accomplissement. C'est pour cela que je renouvelle ici mon engagement à tendre la main à tout le monde afin de répondre aux préoccupations restantes dans un cadre de consensus national dans le respect des lois de la République. Tebboune entend ainsi bâtir une Algérie nouvelle dans le dialogue. Mais le mouvement qui agite le pays depuis 10 mois lui a opposé en masse une fin de non-recevoir dans la rue, le taxant d'illégitime. Il n'est ni crédible ni légitime. Tebboune a été introduit par les militaires et placé à la présidence. Donc nous le rejetons et nous maintiendrons notre révolution. Qu'il ait prêté serment ou pas, je ne le reconnais pas comme président. Il est venu poursuivre l'œuvre des militaires. Longtemps ministre de M. Bouteflika, puis son premier ministre en 2017, M. Tebboune était depuis en disgrâce. Mais pour la contestation, ce fonctionnaire de carrière reste un pur représentant du système. Aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis, nous recevons notre collègue Mohamedou Oumfa pour la tranche consacrée à la santé. Bonsoir Mohamedou. Salut Jacques. Merci d'être avec nous ce soir. C'est toujours un encore plaisir. Une fois. Merci bien. On a eu une idée tout à l'heure dans les titres. Ce soir, nous parlons de la sous-nutrition et de l'obésité, deux conséquences extrêmes de la malnutrition, Mohamedou. Oui, Jacques, à la demande de l'Organisation mondiale de la santé, les chercheurs ont enquêté sur le sujet et rendu public leurs conclusions dans la revue
médicale britannique de Lancet. C'était le 16 décembre dernier. Les chercheurs se sont fondés sur des données d'enquête menées dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires dans les années 1990 et 2010. Alors, les chercheurs concluent que dans plus d'un tiers de ces pays, soit 45 pays sur 123 dans les années 90 et 48 pays sur 126 dans les années 2010, il y a une présence simultanée de plusieurs formes de malnutrition, en particulier en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud et dans la région de l'Asie de l'Est et du Pacifique. Alors en clair, ces pays font face au double fardeau de la malnutrition avec plus de 15% de la population souffrant d'émaciation, c'est-à-dire de minceur, plus de 30% présentent un retard de croissance, plus de 20% de femmes étant trop maigres et plus de 20% de personnes étant en surpoids. Ce qui est, on l'imagine bien Jacques, à l'origine de graves problèmes de santé publique, à l'exemple des épidémies émergentes de diabète de type 2, d'hypertension, des AVC, des maladies cardiovasculaires et donc c'est un problème qu'il faut surveiller de près. Absolument. Alors comment les auteurs de l'étude expliquent-ils ces problèmes émergents en matière de malnutrition? Quelles en sont les causes? L'alimentation. D'abord l'alimentation. Les chercheurs indiquent que dans ces pays connaissent une transformation rapide du mode d'alimentation, des changements au niveau des systèmes alimentaires qui ont facilité l'accès aux aliments ultra transformés, la disparition des marchés de produits frais, le contrôle accru exercé sur la chaîne alimentaire par les supermarchés et les entreprises agroalimentaires et de restauration. Mais au-delà de l'alimentation, Jacques, il y a des modes de vie de plus en plus sédentaires. Les travaux agricoles sont de plus en plus mécanisés. Les gens passent de plus en plus de temps sur leur téléphone, devant les ordinateurs au bureau, à la maison. On a beaucoup plus de gens véhiculés que par le passé et qui, de ce fait, pratiquent moins d'exercices physiques comme la marche. Car il s'agit bien de cela, Jacques. Pour lutter contre l'obésité, les experts recommandent de manger équilibré, plus de fruits, de légumes et de faire du sport. Il y a donc des efforts à faire au niveau individuel, mais les autorités doivent également s'impliquer, par exemple en adoptant des taux maximaux de sel, de sucre et de gras dans la composition nutritionnelle des aliments autorisés à la vente, en augmentant les taxes sur les aliments gras et sucrés, en créant des parcs, des terrains de jeu et des centres communautaires accessibles, en faisant aussi la promotion des programmes d'activité physique dans les écoles. Ce sont là quelques idées comme ça qui peuvent aider les gens à lutter contre le surpoids, l'obésité précisément. On nous dit parfois il ne suffit que d'une petite marche d'une trentaine de minutes par jour, n'est-ce pas? Par exemple. C'est bon pour la santé. Le reportage santé du jeudi, Mohamedou, et là on va au Pakistan. Exactement, on va au Pakistan où de nombreux enfants souffrent de la fente labiale, l'une des anomalies congénitales les plus courantes chez les nourrissons. Une anomalie qui peut être corrigée au moyen de la chirurgie, mais il n'y a pas assez de chirurgiens pour venir en aide à ces enfants. Je vous propose d'aller à la rencontre d'un groupe de bénévoles qui essayent de redonner de l'espoir à ces enfants touchés. C'est dans ce reportage d'Assim Ali Rana de Gourjat, un reportage que j'ai repris pour vous. Chaque année, environ un enfant sur 700 dans le monde naît avec une fente labiale. Ils ont non seulement des difficultés à manger et à boire, mais ils font aussi face à de grands défis psychologiques et sociaux. Une simple chirurgie plastique pourrait pourtant corriger le défaut, mais au Pakistan, de nombreuses familles ne peuvent pas se permettre la procédure. D'ailleurs, il n'y a pas assez de médecins qui la pratiquent. Il y a un énorme problème au Pakistan. Il y a des très bons chirurgiens locaux qui font la chirurgie des fentes. Mais le volume des fentes au Pakistan est si important qu'ils ne peuvent pas traiter tout le cas. Hill fait partie d'un programme caritatif organisé par Aisha Bashi Trust qui amène des équipes de médecins au Pakistan pour aider à combler la pénurie dans ce domaine. Le Dr Hill est l'un de nombreux médecins du Royaume-Uni qui visitent cet hôpital pakistanais dans la ville de Gourjat, dans le nord-est, pour effectuer gratuitement des traitements liés aux fentes.
Il est important, je pense, de collaborer avec des chirurgiens de l'étranger pour essayer d'augmenter la formation des chirurgiens locaux et c'est ce que nous faisons ici. Il y a des stagiaires locaux et d'autres consultants locaux avec qui nous travaillons. Le docteur Riaz, qui travaille avec l'organisation caritative, s'est dit étonné par cette simple démonstration d'humanité. Nous devons féliciter ceux qui viennent ici pour des raisons purement humanitaires. Notre collègue aîné qui a lancé toute cette œuvre caritative en Angleterre n'a aucun lien avec le Pakistan, pas de raison religieuse d'être ici. C'est purement à titre humanitaire et depuis 20 ans, il n'a pas manqué un seul voyage. Sadia est ici pour un bilan de santé. Sa procédure de fente a été effectuée il y a quelque temps. Sa mère se souvient encore de la douleur ressentie à sa naissance. Quand elle est née et que l'infirmière l'a amenée chez moi, j'étais très triste pour elle. Mais 10 jours après sa naissance, on nous a parlé de ses médecins. Nous avons obtenu leur information et l'avons amenée à l'âge de 4 ans et son opération a alors été effectuée. Dieu merci, elle va bien aujourd'hui. Le docteur Rosie Slater, orthophoniste, explique que la chirurgie de la fente n'est parfois que le début du processus. La chirurgie fait déjà beaucoup de bien. L'orthophonie doit aller de pair avec la chirurgie. C'est donc une très bonne opportunité de pouvoir venir ici et travailler en équipe pour vraiment aider les enfants. Les médecins visitent le Pakistan 2 fois par an pendant quelques semaines pour effectuer des centaines de chirurgies de la fente. Ce n'est pas un travail, c'est un plaisir de le faire. J'apprécie vraiment la chirurgie et je ne trouve rien de plus satisfaisant. Une chirurgie simple et une riche récompense pour une vie tout en sourire. Voilà, Jacques, c'était au Pakistan où ces enfants retrouvent le sourire grâce aux bénévoles. Qu'y a-t-il de plus merveilleux de rendre le sourire aux enfants, n'est-ce pas? C'est vraiment merveilleux, Jacques. Et puis on va dire merci à notre collègue Assim Ali Rana de Gourja depuis le Pakistan. Absolument. Et moi, je vous remercie, Mohamedou. À très bientôt. À très, très bientôt. Merci. Allez. Bonsoir à tous. Liverpool rejoint Flamengo en finale du mondial des clubs. Les Reds se sont défaits des Mexicains de Monterrey, 2-1 en demi-finale à Doha au Qatar donc, et affronteront samedi les Brésiliens de Flamengo dans un remake de la finale de 1981 pour le titre intercontinental. Le Guinéen Naby Keïta à la 12e minute et le Brésilien Roberto Firmino à la 91e ont permis aux Reds de l'emporter face à une équipe joueuse de Monterrey emmenée par l'Argentin Rogelio Funes Mori, buteur opportuniste en première période. En finale, Liverpool tentera de remporter le premier titre planétaire de son histoire après 3 échecs. En rugby, le Sud-Africain Tendai Ntawarira jouera ici à Washington la saison prochaine. Le champion du monde avec les Springboks a signé un contrat d'1 an avec le Old Glory d'ici, le club de rugby basé à Washington. Tendai Ntawarira, 34 ans, qui a pris sa retraite internationale, 117 sélections après le sacre au Japon face à l'Angleterre, vient rejoindre ainsi le club de la capitale qui va intégrer une MLR en pleine expansion dès le 8 février. Coup d'envoi de la saison, séparée en 2 conférences, Est et Ouest. La meilleure ligue rugby comptera 12 équipes, soit 3 de plus que cette année, puisqu'en plus de Washington, Atlanta et New England l'intégreront également. Et pour finir, l'agence antidopage russe conteste la mise au banc de son pays. La Russada attaque les sanctions prises à l'encontre de la Russie, suspendue en raison de falsification de données antidopage. Elle dit vouloir saisir le tribunal arbitral du sport de la question. La Russie a été privée par l'Agence mondiale antidopage de participation pour 4 ans aux événements internationaux dont les Jeux olympiques 2020 et la Coupe du monde de foot 2022. Elle est accusée d'avoir manipulé les données antidopage qu'elle a transmises à l'organisation. Cette mise au banc de la Russie prévoit également que ces sportifs pourront participer aux compétitions, mais sous drapeau neutre et sans que l'hymne national ne soit joué. Voilà, c'est tout pour l'espoir. On se retrouve demain. Yacouba Ouedraogo, je vous remercie. À demain. Winifred Emmanuel est une passionnée de la cuisine. L'une de ses spécialités, le jollof rice, un plat populaire en Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'un mélange de riz, de tomates, d'oignons, d'épices diverses et parfois de viande. Winifred dit avoir commencé à cuisiner des plats traditionnels nigérians comme passe-temps, mais très vite, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait transformer sa passion en entreprise, ce qui l'a poussée à quitter son emploi d'analyste fiscal pour se consacrer à la cuisine.
Quand j'ai décidé de partager mes plats avec mes amis sur les réseaux sociaux, je me souviens que j'utilisais à l'époque un téléphone BlackBerry. Ils me demandaient toujours d'où venaient les recettes. Donc j'ai senti qu'il y avait un besoin et quand les demandes se multipliaient, j'ai décidé de toucher un public plus large puisque j'avais le pressentiment d'initier un blog de nourriture et c'est ainsi que ZeliciousFoods.com a vu le jour. Winifred dirige Zilicious Kitchen à Lagos. La cuisine sert également de studio où elle crée le contenu publié sur ses différentes plateformes de médias sociaux. Winifred compte plus de 180 000 abonnés sur sa chaîne alimentaire. Outre la cuisine, la blogueuse de 28 ans engage également des conversations sur des ingrédients alternatifs, des recettes et sur l'entretien de la cuisine. Voilà, point final à ce journal. C'était Jacques Aristide à Washington. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Merci à toute l'équipe. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci, à demain.